entretiens des patriotes, bonjour à tous. Face aux nombreux échecs diplomatiques et militaires, l'Occident doit-il renouer avec la Russie, avec Vladimir Poutine? C'est la question que l'on se posera en fin de journal, mais nous traiterons évidemment l'actualité brûlante de la Macronie. Mais avant cela, vous connaissez le rituel. Je voulais remercier tous ceux qui me permettent de vous offrir ce journal à l'aide de ces merci rémunérateurs. Aujourd'hui sont à l'honneur Claire Dumay, VTT Pollux, Brigitte, Domi Dumont, Le Darwinien, Radanar, Vélivol et AXXLDD. Merci à eux du fond du cœur, ce sont des fidèles depuis toujours. Et puis je tenais aussi à vous remercier pour vos nombreux messages, vos petits pouces levés et la diffusion sur d'autres réseaux sociaux. Alors, je ne suis pas très présent l'après-midi du fait que j'ai quelques obligations, mais sachez que j'essaie de répondre le plus possible à vos messages. Alors, on va commencer par une information qui date d'il y a quelques jours, que j'ai trouvée en faisant ma revue de presse et qui m'a fait un petit peu bondir. Émeute après la mort de Naël, le patron du MEDEF dérape sur la Seine-Saint-Denis. Et que nous dit-il, le patron des patrons, Geoffroy Roux de Bézieux? Eh bien, que le premier employeur de la Seine-Saint-Denis, c'est probablement le trafic de drogue. Alors, je ne vais pas m'intéresser à la personnalité de Geoffroy de Bézieux, il est ce qu'il est, c'est un personnage très proche du pouvoir macroniste, donc c'est pas quelqu'un que l'on apprécie. Mais la question qu'il pose mérite d'être traitée. Est-ce que oui ou non, la Seine-Saint-Denis vit du trafic de drogue? Lorsque je continue l'article de 20 minutes, oh là là, non, jamais, c'est stigmatisant pour les gens qui habitent en Seine-Saint-Denis, il faut arrêter de présenter cette réalité. La Seine-Saint-Denis est extrêmement dynamique, etc. C'est-à-dire qu'on met, comme toujours, la poussière sous le tapis, circuler, il n'y a rien à voir. D'autant plus que nous sommes dans une période de préparation aux Jeux Olympiques, que Darmanin communique sur le sujet, il ne faut surtout pas évoquer le trafic de drogue. Lorsqu'on écoute en effet les autorités, tout va très bien, vous connaissez la suite, Madame la Marquise. Alors, quand on regarde un petit peu d'autres sources, les choses ne sont pas aussi idylliques. La Seine-Saint-Denis compte le plus grand nombre de points de deal en France. Un rapport du ministère de l'Intérieur recense l'ensemble des points de vente de drogue en France. La Seine-Saint-Denis est en tête avec 260 points de deal. Et qui souffre le plus de ce trafic? Eh bien, ce sont évidemment les habitants qui essaient de s'en sortir, qui travaillent et qui, eux, ne causent pas de problème de délinquance. Autrement dit, ce sont bien les habitants de Seine-Saint-Denis qui sont stigmatisés par les dealers et non pas l'inverse. Le pouvoir politique inverse toujours les choses. Et pour bien comprendre la situation, les familles qui tiennent les réseaux s'enrichissent comme jamais. Lorsqu'on regarde le chiffre d'affaires, 4,2 milliards d'euros selon le journal Le Point, et vous savez que ces sources sont évidemment minorées. Voilà, selon les derniers calculs de l'INSEE, le montant qu'ont dépensé les Français en 2020 pour préparer leurs crêpes. Faut-il y voir un effet de longs mois de confinement? C'est en tout cas 7% de plus que l'année précédente et surtout 2 fois davantage qu'en 2009. 2,08 milliards d'années. Et oui, le trafic de stupéfiants augmente d'année en année. Autrement dit, les pouvoirs publics ne font rien. À titre de comparaison, les achats de livres n'ont pesé la même année que 3,75 milliards dans le budget des consommateurs. Ces 4 milliards échappent évidemment à l'impôt, ils terminent souvent dans des paradis fiscaux et ils entretiennent une armée de vendeurs. Alors, officiellement, il y aurait presque 240 000 personnes en France qui vivraient du trafic de stupéfiants, selon Frédéric Ploquin, journaliste spécialisé dans les domaines de la police, du banditisme et du renseignement. 21 000 membres des mafias qui font travailler 240 000 personnes, et avec les occasionnels, cela monte parfois à 600 000. Vous avez un ancien député, par exemple, qui a vendu de la drogue dans l'université. Je ne citerai pas son nom, vous le connaissez très bien. Et avec tout cet argent, eh bien, ces mafias peuvent acheter ce qu'ils veulent, des hommes politiques parfois. Nous le voyons en Amérique du Sud. Est-ce que nous sommes dans la même situation en France? Ça me paraît assez peu probable. Un peu probable. Néanmoins, ce que nous rapporte Massé Scarron Joseph, scoop, quand une manifestation
est interdite, elle est interdite. L'interdiction déconstruite, cela n'existe que chez les enfants, enfin normalement. Sandrine Rousseau, sur la place de République, alors sur la place de la République, les policiers verbalisent à hauteur de 90 € toutes celles et ceux qui viennent avec un t-shirt en soutien à Adama Traoré et qui souhaitent manifester, les obligeant ainsi à partir. Comment peut-on accepter qu'un député participe à une manifestation interdite lorsque c'est pour une grande cause? La réforme des retraites, par exemple. J'applaudis à deux mains. Mais pour défendre Adama Traoré, le clan Traoré, regardons une fois de plus le pédigré de ces gens-là. Le martyr et héros de la panneau. Tout le monde déteste les insoumis. Oui, ils sont tombés à 8%, c'est ce que je vous ai dit hier. Interpellation de Youssouf Traoré. Il venait de frapper un commissaire de police. Il est connu pour menace de commettre un délit, trafic de stupéfiants, violence volontaire, rébellion, menace de mort. Et ce sont ces gens-là que Sandrine Rousseau, Louis Boyard, Éric Coquerel vont soutenir. Alors, certains pourraient me dire, oui, mais il y a eu des violences policières à cette réunion. Oui, mais comme dit le Christ dans les évangiles, il faut séparer le bon grain de l'ivraie. Je ne confonds pas le policier de terrain qui fait ce qu'il peut dans des conditions extrêmement difficiles en banlieue et les milices au service d'Emmanuel Macron. Et nous les avons vus à l'œuvre, ces milices d'Emmanuel Macron. Pierre Tremblay, journaliste. Je sors des urgences, entorse au poignet. 3 semaines d'immobilisation après ce coup. Juste après, je reçois un violent coup d'un membre de la Brave, la fameuse Brave. Je me retrouve au sol. Voilà ce qui se passe lorsqu'on est journaliste alternatif sous l'ère Macron. Il ne faut donc pas confondre d'un côté la police politique, la Brave, avec le policier de terrain qui est là pour protéger les plus humbles. Je le répète, c'est un service public. D'ailleurs, sur cette Brave, David Dufresne ajoute « La Brave constitue désormais le cœur du maintien de l'ordre et non une quelconque excroissance plus ou moins contrôlée. Elle est l'avant-garde d'une ultra-police, cette garde prétorienne d'Emmanuel Macron, destinée à créer le chaos pour mieux réprimer. C'est un choix tactique et politique dont la responsabilité, vous le savez, en revient à Emmanuel Macron. » Alors, quand on ne fait pas de nuance entre la police politique et le service public de la police, on ne mérite pas d'être un homme politique. Parce que fait-on? Eh bien, on sert la soupe à Emmanuel Macron. C'est d'ailleurs ce qui se passe avec Éric Coquerel. Regardez un petit peu ce tweet de Raphaël Antoven. L'image de Éric Coquerel avec son écharpe tricolore au milieu des manifestations qui scandent « Tout le monde déteste la police », inoubliable. On a l'impression que la France insoumise, c'est un canard sans tête, ce qui fait dire à Éric Masseau désespéré, voilà le résultat d'actes irréfléchis et pathétiques d'une pseudo-opposition, la France insoumise, qui ne sert à rien dans ce pays, sauf donner la banane et du grain à moudre à la Macronie ou à ses lèche-culs. Quel désespoir, mais quel désespoir! C'est ce que je rapporte depuis 2 ans. À chaque fois qu'Emmanuel Macron est au fond du trou, vous avez les députés de la France insoumise qui descendent et qui le poussent hors du puits. Souvenez-vous, Emmanuel Macron était en ballottage pendant la campagne électorale de 2022. Eh bien, ils ont joué les castors, ils ont appelé à voter Emmanuel Macron. Emmanuel Macron était en difficulté sur la réforme des retraites. Ils sont allés se taper avec des CRS au sujet des méga-bassines. Et là, ils sont du côté de la pègre de banlieue. Ce qui permet à Raphaël Antoven, on ne peut pas faire pire comme traite que Raphaël Antoven, eh bien, de retrouver la banane, comme dit Éric Masseau. Une opposition contrôlée, je vous laisse seul juge. Et puis, notre ami Marc Doyer rappelle aussi quelques éléments. D'interdiction en répression, dit Jean-Luc Mélenchon, avec toute l'outrance qui lui est propre, de Pétain à valeur actuelle. Le chef de l'arc républicain entraîne la France dans un régime déjà vu. Danger, danger. Jean-Luc Mélenchon a raison sur le fond. Emmanuel Macron est bien en train de mettre en place une tyrannie. Mais quel est son meilleur allié? C'est Jean-Luc Mélenchon. C'est ce que rappelle d'ailleurs Marc Doyer de Verity. Vous étiez où pendant la ségrégation des non-vaccinés? Le dossier était trop chaud, c'était focus sur la présidentielle, n'est-ce pas? Nous avons des écrits. En tolérant le passage du Rubicon avec les non-vaccinés, vous vous êtes tous fourvoyés. Oui, et cette France insoumise n'est pas là pour défendre le peuple français, mais quelques intérêts électoralistes.
Nous allons maintenant ouvrir la page des manifestations, des vraies manifestations, celles dont les médias auraient dû parler. Quoi? Il y avait une autre manifestation qu'Adama Traoré? Vous n'en avez pas entendu parler? Pourtant, ils étaient très nombreux, c'était nos amis des patriotes de Florian Philippot. Un monde fou ce jour à Paris pour la manifestation nationale pour le Frexit, organisée par les patriotes. Liberté, vérité, souveraineté. Il y avait donc deux manifestations. L'une a eu la faveur des médias, c'était celle de la France Insoumise et du clan Traoré. Et puis une autre qui a été tue par les médias, celle de Florian Philippot. Alors, les Français avaient le choix, en tout cas ceux qui étaient sur place. D'un côté, ils pouvaient en effet battre le pavé pour défendre la pègre de banlieue et faire remonter Emmanuel Macron dans les sondages. Et puis une autre pour défendre la souveraineté française. À chacun ses choix. Maintenant, je vais ouvrir la page internationale. Comme je l'indiquais en titre, cela se passe très mal pour Zelensky. C'est ce que rapporte François Asselineau à partir d'un article de La Dépêche. Zelensky avoue, sans armes de longue portée, il est difficile de mener à bien les missions offensives, mais aussi les opérations défensives. Cela ne dépend que des États-Unis. L'Ukraine est donc battue, sauf si les USA attaquent la Russie, c'est-à-dire la Troisième Guerre mondiale. L'échec militaire est concédé par ailleurs par l'ancien secrétaire général de l'OTAN. En effet, il affirme « Nous ne pouvons pas permettre à Poutine de remporter une quelconque victoire dans ce conflit ». Vous vous en souvenez des éléments de langage? On ne parlait que de défaite, on parlait que de recul. Et là, le mot « victoire » est associé à Vladimir Poutine. En langage diplomatique, l'OTAN concède la défaite temporaire, bien évidemment, de ses armées face à l'armée russe. Mais à ces défaites militaires, il y a aussi des défaites diplomatiques. On vient d'apprendre en effet que l'Amérique latine a dit non à une demande de l'Union européenne. Persuadée d'être maître du jeu, l'Union européenne voulait forcer la CELAC à condamner la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine. Mais voilà, la CELAC, c'est-à-dire les pays d'Amérique latine, ont dit niet et ont infligé un véritable camouflet diplomatique à l'Union européenne sur l'Ukraine. Ce qui fait réagir Régis de Castello, ça alors, les camarades latinos ne sont pas le doigt sur la couture du pantalon devant Madame Pustula, très drôle Pustula. Que se passe-t-il? Ils ne sont pas convaincus par Biden et Pujadas? Joli, brazo de honor, et ce n'est pas le dernier. Après l'Algérie, après l'Arabie Saoudite, après les États africains, après de nombreux États asiatiques, voilà que l'Amérique du Sud vient d'infliger une défaite diplomatique à l'Union européenne et du même coup aux USA et à Davos. Est-ce que cela va durer encore longtemps? Est-ce qu'on va retrouver le chemin de la raison? D'autant plus que Vladimir Poutine possède une arme diplomatique très conséquente. Regardons-la. Les médias s'inquiètent d'une famine en Afrique si la Russie met fin aux accords sur le blé. C'est bien la Russie qui est maître du jeu. Mais l'Union européenne dépend également des approvisionnements ukrainiens. À vouloir jouer au plus fort avec la Russie, nous risquons tous de tout perdre. Quand est-ce que nos dirigeants retrouveront le chemin des négociations? Alors, la réalité, elle est un petit peu différente. Vous vous en doutez de la présentation des médias mainstream. C'est d'ailleurs ce que nous disent les médias américains. Selon le ministère américain de l'Agriculture, la Russie sera à l'origine d'une expédition sur 5 de blé exporté au cours de la saison qui débute le 1er juillet. Autrement dit, la Russie servira ses alliés en premier. Nous ne serons pas sur la liste, vous vous en doutez. Alors, quelles sont les solutions? Eh bien, c'est Dominique de Villepin qui nous le dit et qui nous le rappelle depuis de longs mois. Il faut retrouver le chemin des négociations, il faut retrouver un accord, ou tout au moins un dialogue avec la Russie. Sur les plateaux de LCU, vous le savez, on vous avait annoncé la défaite militaire russe. Elle serait imminente, il y aurait une nouvelle armée otanienne, et puis là, c'était fini. Et que constate-t-on? Une défaite militaire. On vous avait aussi expliqué la chute de Vladimir Poutine à l'issue du pchout de Prigojine. Le pouvoir de Vladimir Poutine est renforcé. On vous avait expliqué que le monde entier était derrière cette croisade otanienne. Et que constate-t-on? Que le monde entier est plutôt derrière la Russie et la Chine. Qui sont ces gens qui vont à l'encontre du réel? Ce sont ces fameux experts médiatiques. Vous les connaissez, le Goyafi, Dorakovlev et compagnie.
Eh bien, il serait temps de les remplacer, messieurs de LCU, par des gens qui connaissent un peu plus la situation militaire. Et il serait peut-être aussi temps d'inviter Dominique de Villepin. Oui, comme il le rappelle, le monde est avec la Russie. Il faut renouer les relations diplomatiques avec la Russie. C'est évidemment là, de la stupeur dans les studios de la presse aux ordres de France Inter, qui est, comme le dit très bien Frédéric Algouy, fouetté par le réel. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la diffuser sur d'autres réseaux sociaux, de la soutenir par un petit pouce levé, à m'écrire de gentils messages. J'essaierai de répondre le plus possible. Merci à tous et je vous souhaite un bon dimanche. Au revoir.